Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la déléguée générale et nos chers amis de la délégation générale du Québec, chères consoeurs, chers confrères, chère Véronique et cher Emmanuel, singulièrement, chers professeurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans ma qualité d'administrateur délégué du collège, dans le cadre du Collège belgique de notre Académie royale. Madame la déléguée générale va vous dire quelques mots également sur le sens de ce partenariat et sur l'éminent professeur que nous recevons. Car, mesdames, messieurs, ce soir, nous avons vraiment l'honneur de recevoir une figure emblématique de l'astrophysique moderne. L'auteur de recherches importantes qui, je crois qu'on peut le dire, ont révolutionné l'exploration des exoplanètes et même l'observation de l'univers. C'est sans doute la raison pour laquelle ce soir vous êtes tellement nombreux. Notre conférencier a développé des instruments d'observation de pointe qui permettent désormais de détecter des planètes qui sont situées au-delà de notre système solaire, mais aussi d'analyser leur atmosphère. C'est un professeur, un chercheur qui a produit des innovations considérables dans le domaine de l'imagerie à haut contraste. Mais, comme nous sommes dans une académie, il me plaît aussi de souligner qu'il a participé à la formation de très nombreux étudiants et de très nombreuses étudiantes en astrophysique, et en ce sens, c'est un immense professeur que nous recevons. Alors nous le recevons dans une académie, et permettez-moi donc, mesdames, messieurs, de vous dire que notre conférencier a reçu des prix extrêmement prestigieux. Madame la déléguée générale vous en dira un mot, mais qu'il a eu cette particularité de recevoir 2 fois le prix scientifique de l'année par la Société Radio-Canada. Tout d'abord en 2008, puis en 2023. Et si parce qu'il est parmi nous ce soir, c'est parce que précisément il est le récipiendaire d'un prix du Québec. Alors, chers collègues, ici, nous disons toujours Grand Prix du Québec. Nous rajoutons ce terme de grand pour mettre tout ceci en valeur. Et si donc le professeur a reçu ce prix du Québec, c'est qu'il a reçu, mesdames, messieurs, le prix, madame la déléguée générale, le prix Marie-Victorin. Alors, je me suis un peu intéressé à la figure de Marie-Victorin. C'est un prix que le Québec décerne depuis les années 1977 à une personne, je cite, qui mène une carrière remarquable en recherche dans le domaine des sciences naturelles et du génie. Mais qui était donc ce Marie-Victorin ? Eh bien, c'était un homme de science, certes, mais c'était aussi un religieux. Il est natif du Québec et il ne s'appelait pas Marie-Victorin, c'est son nom de religion en réalité. Il s'appelait, tenez-vous bien, Conrad Kerouac. Et il était entré chez les Frères des Écoles chrétiennes à Montréal en 1901 et il avait, lui, la passion des fleurs et de la botanique. Et donc, très vite, l'Université de Montréal lui a demandé d'être le directeur de son département de botanique. Alors, chose intéressante pour nous aujourd'hui qui souffrons des relations internationales et des partenariats entre les universités, ce cher Conrad Kerouac, je vais l'appeler par son vrai nom, a entretenu d'emblée une correspondance soutenue avec les botanistes américains, avec donc ce lien entre le Québec et les États-Unis. Et il a même aussi dirigé une association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Et enfin, en 1930, il a eu une idée tout à fait géniale. Il a voulu lancer l'idée d'un jardin botanique, mais qui soit un jardin botanique international. Bref, ce fameux Kerouac a donc été l'auteur d'une littérature considérable sur la flore, et il est d'ailleurs l'auteur d'un manuel qui est bien connu, qui s'appelle La flore laurentienne, qui est en quelque sorte la Bible des botanistes québécois. Et lui aussi, il s'est consacré à la formation d'une élite scientifique et à la diffusion de la science auprès de la population. Si bien qu'il est considéré depuis très longtemps au Québec comme le symbole d'un réveil scientifique. Eh bien, lui aimait les plantes et vous, chers collègues, vous aimez les exoplanètes. Et vous avez d'ailleurs déclaré un jour que, je vous cite, « Quand on demandera à quelqu'un
dans la rue de dire ce qui personnifie Montréal, j'aimerais que l'on réponde aussi les chasseurs d'exoplanètes. En quelque sorte, ce prix Marie-Victorin était véritablement fait pour vous. Alors, pour dire encore un tout dernier mot, puisque ce soir, nous allons parler de problèmes certainement scientifiques, mais peut-être aussi philosophiques et peut-être même métaphysiques, permettez-moi aussi de vous dire, mesdames, messieurs, que nous allons certes ce soir avoir devant nous un grand astrophysicien, mais qui a un jour expliqué que c'est par un professeur de philosophie que tout d'abord il a été mis sur la piste de la réflexion. Ce professeur de philosophie, disiez-vous, et je vous cite, « Il m'a incité à m'ouvrir sur le monde et à apprendre à penser. » Voilà pourquoi, disiez-vous, les deux domaines de la philosophie et de l'astrophysique se recoupent dans le fond, puisqu'on cherche l'origine de l'univers et l'origine de la vie. C'est donc, cher professeur, un immense honneur de vous recevoir dans le cadre de cette chaire du Québec, invité du Collège de Belgique. Et sans tarder, je donne la parole à Madame la déléguée générale, que je remercie infiniment pour son soutien au Collège Belgique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'administrateur général du Collège Belgique, cher Jean. Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Didier, chers membres de l'Académie, distingués invités, Monsieur le professeur, bonjour, bonsoir, merci d'être ici. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour assister à cette nouvelle conférence dans le cadre de la Chaire du Québec. Cela fait maintenant plusieurs années que la Chaire du Québec a été mise sur pied grâce à un partenariat entre la Délégation générale du Québec à Bruxelles et l'Académie royale de Belgique. C'est une initiative qui a permis à plusieurs scientifiques québécois récipiendaires de prestigieux prix du Québec d'élargir les collaborations et de renforcer les échanges scientifiques de haut niveau entre la Belgique francophone et le Québec. Cette coopération est une parfaite illustration de ce que le Québec développe avec ses partenaires de Belgique depuis maintenant plus de 52 ans. Depuis plus d'un demi-siècle, en fait, la Délégation générale du Québec développe des liens tant académiques, économiques, diplomatiques que culturels et bien d'autres avec des partenaires de la Belgique, Luxembourg, des Pays-Bas et des institutions européennes. C'est un engagement du Québec de longue date envers le Benelux et l'Europe, mais qui est résolument tourné vers l'avenir, et comme l'est d'ailleurs notre collaboration avec le Collège de Belgique dans le cadre de cette chaire. Dans le contexte géopolitique actuel, il est de plus en plus indispensable de consolider les liens et les collaborations avec des partenaires qui partagent des valeurs et des objectifs communs. La diplomatie scientifique, un axe central de la chaire du Québec, contribue parfaitement au renforcement de ces liens. Aujourd'hui et demain, notre conférencier va nous mettre la tête dans les étoiles et nous faire voyager dans l'espace. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Monsieur le professeur, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en physique de l'Université de Montréal, ainsi que d'un doctorat en astrophysique de l'Imperial College de Londres, René Doyon a occupé plusieurs postes universitaires et est professeur titulaire à l'Université de Montréal depuis 2013. René Doyon est une figure emblématique de l'astrophysique moderne. Ses recherches ont révolutionné l'exploration des exoplanètes et l'observation de l'univers. Il repousse les frontières de la recherche en développant des instruments d'observation de pointe permettant de détecter les planètes situées au-delà de notre système solaire et d'analyser leur atmosphère. Il a également été impliqué dans des projets internationaux, notamment le développement de télescopes et d'instruments pour explorer les profondeurs de l'univers. Il est reconnu mondialement pour ses innovations dans l'imagerie à haut contraste et la détection d'atmosphères d'exoplanètes, rapprochant l'humanité de la découverte de signes de vie extraterrestres.
Mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec moi M. René Doyon. Merci. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup. D'abord, merci au Collège Belgique et la délégation du Québec pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici à Bruxelles. J'ai des liens très étroits avec la Belgique. Vous avez aussi une très grande étoile ici, je vais en parler, Michael Gillon. Alors, voilà le sujet de ma présentation ce soir. Cette question-là, depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, est devenue en fait une obsession professionnelle. C'est mon objectif. Je souhaite répondre à cette question-là, mais je ne veux pas juste y répondre non plus. Je veux aussi partager cette grande aventure-là scientifique avec vous, le grand public. Donc, c'est un de mes objectifs. Et en fait, le titre aurait probablement dû être intitulé différemment. Et c'est M. Leclerc qui me l'a mentionné, à la recherche de la vie. En fait, on devrait plutôt dire à la recherche de vie. Parce que je ne vais pas nécessairement vous dire de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Enfin bref, c'est le sujet principal de ma présentation ce soir. J'espère vous convaincre que l'humanité a maintenant atteint la maturité technologique pour pouvoir enfin répondre à cette question-là. On n'est pas très loin. Je dirais, ça fait 10 ans que je le dis, là, mais je vais me risquer encore. Je pense qu'on est à quelques décennies d'y répondre. Et vous allez voir, cette réponse-là pourrait fort bien venir de vous, les Européens, et j'espère, les gens du Québec. Allez. Donc, vous avez sans doute été à la campagne un jour pour voir probablement le plus grand spectacle que la nature peut vous offrir, un ciel étoilé, et plus particulièrement la Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre île cosmique, c'est notre galaxie qui contient pas moins de 300 milliards d'étoiles. Et quand on regarde le voûte céleste, cette question-là vous interpelle. C'est presque inévitablement, c'est inévitable, cette question-là vous vient à vous. Sommes-nous seuls? Existe-t-il parmi ces milliards d'étoiles? Il doit bien y avoir des planètes autour de ces étoiles-là. On ne connaît pas la réponse. En fait, ça fait seulement 30 ans qu'on connaît la réponse. Vous allez voir, il y en a beaucoup d'exoplanètes. Donc ça, c'est maintenant réglé. Il existe des planètes comme la nôtre ailleurs dans l'univers. Alors la grande question maintenant, existe-t-il de la vie ailleurs? Alors, quand je vous dis, et ça, c'est une très vieille question, hein, elle est venue d'abord d'Épicure, 300 ans avant de notre ère, et Épicure disait ceci: « Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. » Quelle intuition incroyable! On disait ça il y a 2000 ans. Mais son disciple, Métrodore, a pour moi très bien résumé ce que je pense de la vie ailleurs. Il disait ceci: « Il est aussi absurde de croire qu'il n'y a qu'un seul monde habité que de croire qu'un seul épi de blé pousse dans un vaste champ. » N'est-ce pas? On ne peut pas imaginer un champ de blé avec un seul grain de blé. Donc, pour moi, c'est la même chose. Je ne peux pas admettre que nous sommes les seuls dans cet univers-là. La vie doit exister, mais ma plus grande frustration, c'est qu'on n'en a pas d'évidence. Mais vous allez voir, c'est une question scientifique qu'on peut répondre. OK. Alors, quand je dis vie, vous avez sûrement plein d'images qui viennent dans votre tête. Vous pensez aux bactéries, vous pensez bien sûr aux plantes, vous pensez bien sûr aux animaux, et bien sûr, vous pensez à cette espèce animale la plus puissante, la plus performante sur cette planète, n'est-ce pas? De nobles représentants de notre espèce humaine, Homo sapiens. Voilà. Cette diapo le change. Chez nous, c'est les Canadiens de Montréal. Alors, et maintenant, si je vous dis vie extraterrestre, alors je suis à peu près certain que c'est ce genre d'image-là que vous avez en tête. Hein? Des petits bonhommes verts, de la vie extraterrestre intelligente. Et ça, c'est une question scientifique qui, en soi, est très intéressante. Ça fait 50 ans qu'on écoute. On n'a pas encore de signal très clair qu'il y a des civilisations avancées comme la nôtre, qui sont capables de communiquer. Mais peut-être qu'ils existent. Mais ce n'est pas dont je vais vous parler ce soir. Je ne veux pas vous parler de ce genre de vie intelligente. Je vais vous parler plutôt des bactéries. Comment on sera capable de pouvoir détecter à distance l'évidence d'activité biologique au-delà du système solaire. OK.
Donc, d'abord, la vie, c'est une histoire qui est vieille comme la Terre. Donc, ici, ça montre, en fait, la Terre a 4,6 milliards d'années. Et déjà, on voit des évidences d'activité biologique il y a presque 4 milliards d'années. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la vie complexe animale a commencé seulement il y a 500 millions d'années. Donc, il faut être un peu humble, là. L'histoire de la vie sur Terre, c'est pas nous. C'est vraiment celle des bactéries. C'est celle qui a dominé. Et imaginez, 3 milliards d'années, 4 milliards d'années, c'est difficile d'imaginer cet écart de temps, mais c'est vraiment l'histoire de la vie sur Terre. Et un autre élément important, c'est que la vie, il faut le dire, elle a eu la vie dure. Dans l'histoire de la Terre, il y a eu plein de cataclysmes qui a 5 fois, en fait, qui a presque éradiqué la vie sur Terre. En particulier, il y a 65 millions d'années, une astéroïde a frappé la Terre et a vraiment éradiqué les dinosaures qui étaient là. Et quand on y pense, les dinosaures étaient là pendant 250 millions d'années. Mais ils ont eu plein de temps pour faire un télescope puis communiquer ailleurs. Ils ne l'ont pas fait. Alors, voilà un grand mystère. Donc, est-ce que c'est vraiment inévitable qu'une fois que la vie prend place sur une planète, qu'elle va mener à de la vie intelligente? Ça, c'est pas clair. Mais notons que la vie, plusieurs fois sur Terre, a eu vraiment la vie dure. Un autre élément important, c'est qu'on trouve la vie partout. Que vous regardez au fond des océans, dans les endroits les plus froids, les plus chauds, les endroits acides, même dans l'espace, la vie est là, elle continue. Et ça, c'est extrêmement encourageant dans le contexte de savoir si de la vie existe au-delà de notre petite Terre. Et donc, par exemple, on va sur Mars. Voici un robot sur Mars. Il y a peut-être de la vie sur Mars. Peut-être qu'il faut creuser suffisamment profondément pour voir qu'il y a encore de la vie là. On sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars pendant peut-être 1 milliard d'années. Elle est disparue. On peut même aller voir au-delà, autour de la planète Saturne. Ce que vous voyez ici, c'est une image de la Lune Encelade, qui est une petite boule de glace de 500 km, mais pas n'importe laquelle. On sait maintenant qu'il y a en fait un océan liquide. Et la preuve de ça, c'est une sonde spatiale européenne, la sonde spatiale Cassini, qui a exploré les lunes de Jupiter pendant une quinzaine d'années, et on a vu des geysers. Donc, il y a vraiment un océan liquide sous la croûte de glace d'Encelade, et qui sait, peut-être que la vie s'y est développée là, et il faut juste y aller pour s'en rendre compte. Maintenant, à l'échelle de notre galaxie comprend 300 milliards d'années. On a suffisamment de statistiques maintenant sur les exoplanètes pour vous dire qu'il y a probablement 10 milliards de planètes dans notre galaxie qui seraient potentiellement habitées. Et la plus proche, elle est vraiment dans notre jardin. Elle est la plus près, c'est Proxima b. Elle est à 4 années-lumière de nous. Il y a une planète dans la zone, je vais parler souvent de la zone habitable, la zone ni trop proche, ni trop loin de l'étoile, où on peut espérer trouver de l'eau sous forme liquide. OK. Donc, alors, le chiffre du jour. Combien avons-nous recensé le nombre d'exoplanètes jusqu'à présent? À peu près 6 000. Donc, je vais vous raconter comment on a fait ça. Et c'est une histoire qui s'est découlée sur une trentaine d'années. Alors, d'abord, voilà notre portrait de famille. Hein. C'est les planètes géantes de notre système solaire. On a ici Jupiter, Saturne, la très belle Saturne, Uranus, Neptune, et les petites billes de roche. La Terre, Vénus, Mercure, Mars. Alors, si je vous pose la question, quelles sont les planètes les plus typiques qu'on trouve dans le voisinage du Soleil? On en a quand même 5-6 000, on a de très bonnes statistiques. Levez la main qui pense que ce sont des étoiles, des planètes géantes. OK, ouais, pas beaucoup. Et les petites planètes? Qui vote pour les petites planètes? Ah, vous êtes vraiment indécis, hein? Mais vous avez raison d'être indécis. Vous avez raison d'être indécis. Parce que celles qui sont les plus communes dans le système solaire, et maintenant dans le voisinage du Soleil, c'est ce qu'on appelle des super-Terres ou des mini-Neptunes. Elles n'existent pas dans notre propre système solaire. Ce sont des planètes qui ont des masses et des rayons intermédiaires entre la Terre et Neptune. Donc, ce sont des super-Terres, des grosses boules de roche peut-être, ou ce sont des mini-Neptunes. Alors, voilà de quoi elles ont l'air. Si on fait des statistiques, voilà de quoi elles ont l'air. Vous voyez, les planètes géantes sont là, les planètes rocheuses, et la majorité des planètes qu'on trouve sont entre les deux.
Et lorsqu'on regarde en détail, en fait, on voit qu'il y a deux types. Il y a des planètes à gauche qui sont avec... On montre ici le rayon des planètes en unité du rayon de la Terre. Donc, la Terre ici est ici à peu près, là. Donc, vous voyez qu'il y a deux populations. C'est ce qu'on appelle, on pense, on n'est pas sûr, que ce sont des super-terres, des grosses boules de roche, un peu plus gros que la Terre. Et de l'autre côté, ce sont des mini-Neptunes. Donc, encore une fois, Neptune, c'est à peu près 4 fois le rayon de la Terre. Donc, vous voyez, ce sont des planètes qui n'existent pas encore dans notre système solaire. Donc, c'est probablement l'une des grandes découvertes de ce que nous avons appris depuis 30 ans sur les exoplanètes. OK, alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Dans le contexte de trouver de la vie, c'est quoi le plan de match? Donc, on cherche une planète semblable à la nôtre qui aurait de l'eau à sa surface, qui a une atmosphère. Et ça, l'atmosphère, c'est vraiment critique pour pouvoir détecter de la vie ailleurs. Et en fait, on cherche une planète dans la zone habitable, donc encore une fois, qui est ni trop loin de son étoile, ni trop proche, pour avoir les conditions nécessaires où est-ce qu'on pourrait trouver de l'eau liquide à la surface. Là, on cherche, dans le fond, quelque chose qui nous ressemble. C'est la seule évidence de vie qu'on a, bien sûr, sur Terre. Donc, c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, vous voyez la bande verte, là, c'est dans la zone où est-ce qu'il serait possible de trouver de la vie. Vous voyez que Vénus est un peu à l'intérieur. C'est un enfer, Vénus. Vénus, le plomb fond sur la surface de Vénus. Il fait trop chaud sur Vénus. Et Mars, c'est un petit peu trop froid. Donc voilà, il y a une bande comme ça. Et pour n'importe quelle planète et étoile, on est capable de déterminer elle est où, cette zone-là. OK. Donc maintenant, et ce qu'on va chercher, encore une fois, c'est une planète avec une atmosphère. Et pour détecter de la vie, en fait, ce qu'on va essayer de chercher, c'est détecter l'empreinte de la vie. Et là, je parle de bactéries, là, qui va avoir une empreinte sur l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'atmosphère? Bien sûr, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, il y a du méthane et il y a du dioxyde de carbone. Alors, d'où viennent ces gaz-là? D'abord, l'oxygène, il est le produit d'activité biologique, la photosynthèse des plantes, qui consomme le dioxyde de carbone et c'est nous qui le respirons. Le méthane, littéralement, c'est les pètes de vache. C'est vraiment de l'activité biologique donc, alors, l'idée, c'est de détecter ces molécules-là à distance. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on est maintenant capable, on a maintenant atteint la maturité technologique pour pouvoir détecter non seulement l'atmosphère des exoplanètes, mais d'en déterminer la composition chimique. Alors, y a-t-il de la vie sur Terre? Je vais dire, ben oui, bien sûr, il y a de la vie sur Terre. Mais là, je pose la question comme un extraterrestre. J'essaie de regarder la Terre avec une sonde spatiale et avec les observations, est-ce que je serais capable de pouvoir dire qu'il y a de la vie sur Terre? Avant de pouvoir vous amener dans une aventure de trouver de la vie sur d'autres exoplanètes, ce serait bien de se convaincre que quand on regarde notre Terre à distance, on voit de la vie. Bien, l'expérience a été faite. C'est dans le cadre d'une mission spatiale, la mission Galileo, qui s'en allait vers Jupiter. Et pour aller vers Jupiter, la sonde a dû revenir vers la Terre pour faire ce qu'on appelle un flyby, là. Et à ce moment-là, c'est l'astronome Carl Sagan, un astronome très célèbre américain, a décidé de tourner les instruments vers la Terre pour analyser ce qu'on avait là et voir est-ce qu'on voit des signes d'activité biologique. Bien, en fait, ça fait l'objet d'un article très prestigieux dans la revue Nature. Là, on est dans les années 90. Et en fait, on voit de l'oxygène, on voit de l'eau, on voit même des pigments. On voit la signature des pigments de la photosynthèse. On peut le voir à distance. Et il y a aussi un truc très étrange. On voit des ondes radio qui viennent de cette planète-là, qui est très modulée, qu'on ne peut pas expliquer de manière naturelle, qui semble suggérer peut-être, probablement, la présence de vie intelligente à cette surface-là. Donc, voilà une expérience contrôlée qui montre qu'à distance, on est capable de pouvoir regarder une planète. Si on arrive à isoler la lumière de cette planète-là, il suffit ensuite d'analyser sa lumière pour pouvoir détecter peut-être ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire une signature spectrale d'activité biologique. Et encore une fois, l'activité biologique qui est due à des bactéries. OK. Donc maintenant, alors, on peut regarder aussi avec la Lune. Si on regarde une éclipse de Lune, c'est un spectacle qui est magnifique, et qu'on fait un spectre de ça, je vais y revenir un petit peu plus tard, c'est quoi un spectre là? On voit en fait la lumière qui est filtrée par l'atmosphère de notre planète. Et ce qu'on y voit, on y voit de l'eau, on y voit de l'oxygène, on y voit du méthane. Donc voilà une autre preuve qu'on peut à distance détecter de l'activité biologique. Alors, tout ça, c'est bien facile, mais maintenant, allons voir. Là, on voit une image de Saturne, c'était pris par la sonde Cassini. Vous voyez, il y a un petit point ici, là.
bien, ça, c'est la Terre. Donc, vous voyez déjà, lorsqu'on commence à s'éloigner, c'est pas facile. Donc, on veut essayer d'analyser ce petit point lumineux-là, mais il y a tout ça là, qui est proche de nous, là. Et en fait, on va même plus loin. Il faut prendre la sonde Voyageur, qui a été lancée en 1977, qui est maintenant sortie du système solaire. Et en sortant du système solaire, Voyageur a tourné ses caméras vers le Soleil pour voir l'image la plus loin jamais obtenue de notre bonne vieille Terre. Voilà, c'est un petit point bleu. On ne voit même pas la Lune. C'est l'image la plus éloignée de la Terre jamais obtenue. Et là, on est vraiment proche. Là. On est juste aux confins du système solaire. On n'est pas encore près des étoiles. Alors, quelle est la difficulté de prendre des images d'exoplanètes? Pour l'illustrer, je vous montre ici une image qui est l'image la plus profonde jamais obtenue jusqu'à présent. C'est avec le télescope spatial James Webb. Alors, juste pour vous calibrer sur l'intensité d'une planète extrasolaire, prenez le point... En fait, ce sont tous des galaxies, si vous voyez. Sauf ce truc-là, ça, c'est une étoile, là. Mais la majorité de ce que vous voyez ici, ce sont des galaxies qui, chacune, contient à peu près 200, 300 milliards d'étoiles. Maintenant, prenez la plus petite image que vous voyez ici, et ça, c'est à peu près la brillance d'une exoplanète. Maintenant, on peut le faire avec un grand télescope. Le problème, c'est que les planètes, elles sont proches d'une étoile. Et donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est plutôt ceci. Donc, on est complètement aveuglé. Donc, je vais y revenir plus tard. C'était un de mes travaux de recherche que j'ai fait dans ma carrière, de développer des techniques pour pouvoir éliminer cet éblouissement des étoiles pour voir les planètes tout près de leur étoile. OK. Alors, voilà. Ce qui m'amène à vous parler de... Mais comment on fait? Comment on fait pour trouver des exoplanètes? Et donc, je vais essayer de vous l'expliquer, mais pour le faire, je dois vous faire un petit cours. Je suis un professeur. Hein? Donc, aujourd'hui, vous allez avoir un cours de spectroscopie 101. Et soyez sans crainte, vous en savez beaucoup plus que vous le pensez sur la spectroscopie. Mais cette technique-là, elle est absolument capitale pour comprendre l'univers. En fait, tout ce qu'on sait de l'univers vient de deux choses. Bien sûr, les images, vous êtes tous familiers avec les belles images qu'on a du télescope Webb et d'autres télescopes, mais aussi de la spectroscopie. Alors, la spectroscopie, c'est seulement l'idée que la lumière blanche du Soleil, elle est formée des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, qu'est-ce que c'est un arc-en-ciel? Ce sont des petites gouttes d'eau après une pluie qui agissent un peu comme un prisme, qui dispersent la lumière blanche en ces 7 couleurs. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il n'y a pas que 7 couleurs. Et en fait, il y en a des milliers. Il y en a autant qu'on veut. Et il faut juste prendre un élément différent, un autre élément dispersif pour voir ces couleurs-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de la lumière rouge et bleue, mais il y a aussi de la lumière au-delà du rouge. Ça, c'est la lumière infrarouge. Et au-delà du bleu, c'est la lumière ultraviolette, que votre œil ne peut pas voir. OK. Alors, par exemple, la lumière bleue, elle diffuse plus que le rouge. Et c'est pourquoi, quand vous regardez le soleil, un coucher de soleil, un lever du soleil, la lumière bleue, elle est diffusée, elle sort de votre champ de vision, et donc tout ce qui reste, c'est la lumière plutôt rougeâtre. C'est pourquoi le soleil est rouge au coucher et au lever du soleil. Et c'est pourquoi aussi le ciel est bleu. C'est parce que les rayons rouges passent à l'atmosphère. On ne voit pas le soleil ici, le soleil est ailleurs, là. Mais la lumière bleue, elle est réfléchie. C'est comme si l'atmosphère était un miroir sélectif qui reflète davantage le bleu que le rouge. Alors, vous savez maintenant pourquoi le ciel est bleu. Et c'est relié au fait que la lumière blanche, en passant, le soleil n'est pas jaune. Il est blanc. Il est blanc comme la neige du Québec. Et les nuages, bien sûr, aussi. OK. Et quand on disperse la lumière encore plus, là, on voit des choses étranges qui apparaissent. On voit des lignes. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est si on prend de la lumière blanche, on la passe devant un gaz. Ici, c'est de l'hydrogène, l'élément le plus élémentaire de la nature. On voit des lignes qui apparaissent. Et chaque élément chimique, ici, c'est de l'hélium, du carbone, de l'oxygène, de l'azote, on voit une autre empreinte. C'est comme un code barre. Chaque élément chimique a son propre code barre. Et là, vous voyez déjà comment ça devient intéressant. Ça veut dire que quand je disperse la lumière, donc je peux le faire dans un laboratoire, mais je peux le faire avec un télescope, donc je peux à distance savoir de quoi est composée les étoiles que j'observe. Voilà un élément important de la spectroscopie. OK. Alors maintenant, il est possible de disperser la lumière encore plus. Ça prend des appareils spécialisés pour le faire. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le spectre du Soleil. En passant, un astronome appelle ça un spectre. Hein? Et vous voyez, en fait, des dizaines de milliers de couleurs.
Et vous voyez, chaque ligne correspond à des éléments chimiques et aussi des molécules. Donc, vous voyez comment, à partir de la spectroscopie, on est capable d'identifier les éléments chimiques dans les corps célestes à distance. OK. Alors, je termine là-dessus pour vous montrer une autre représentation du spectre en couleur. Là. Je vais vous montrer ce genre de graphique-là. Là. C'est un spectre. Tout ce que c'est l'intensité de la couleur en question qu'on exprime ici. On appelle ça un flux ici, en fonction de la longueur d'onde. Donc, les physiciens aiment bien décrire les couleurs comme des longueurs d'onde. La lumière bleue, ce sont des courtes longueurs d'onde. C'est des vagues très, 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 très courtes. Et la lumière rouge, c'est des longues longueurs d'onde. OK, alors voilà pour le cours 101. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que la lumière transporte de l'information. Encore une fois, tout ce qu'on sait sur l'univers, c'est le résultat de l'interaction de la lumière des astres avec la matière qui est entre elles. Et c'est comme ça qu'on arrive à déduire plein de choses. Alors, je reviens à mes moutons. Je vous parle maintenant de la première technique qui a permis de voir la première exoplanète. C'est une découverte qui est arrivée en 1995. Moi, j'ai été formé au Imperial College en astronomie extragalactique. J'étais formé pour ça. Et quand il y a eu cette découverte-là, j'ai dit, OK, moi, je change de domaine de recherche. C'est ce que je veux faire. Alors, je vais vous le montrer en vous montrant une image du ciel. Ce que vous voyez ici, c'est une constellation, le Grand Carré de Pégase. Et par hasard, cette région du ciel, qui est à peu près grande comme la main, à portée de main, là, à portée de bras, il y a 3 étoiles ici qui ont vraiment marqué l'histoire de la recherche sur les exoplanètes. La première, elle est ici. Elle s'appelle 51 Pégasi, dans la constellation de Pégase. Voilà. Alors, c'est une première découverte. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. D'abord, il faut retenir que la planète, elle tourne autour de l'étoile, mais là, on la voit tourner, mais en réalité, on ne la voit pas. Comme j'expliquais tout à l'heure, elle est vraiment trop faible. On ne peut pas la voir. Mais ce qu'on peut voir, c'est le mouvement qu'elle induit sur l'étoile. Il faut comprendre que, oui, la planète tourne autour de l'étoile, mais l'étoile tourne aussi de la planète. Ils tournent tous les deux autour d'un centre de masse qu'on appelle le barycentre. Et donc, avec le résultat que, quand la planète tourne, l'étoile bouge. Donc, sa vitesse change. Et là, une autre propriété du code barre que je ne vous ai pas mentionné encore, c'est que les fameuses raies qu'on voit lorsqu'on prend un spectre, elles bougent. Quand l'étoile s'éloigne de vous, le spectre est décalé vers le rouge, et quand elle se rapproche de vous, elle est décalée vers le bleu. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre un instrument, un soir, on prend un spectre de l'étoile, et on voit à quel décalage on mesure, ça nous donne une vitesse, et on peut ainsi mesurer un mouvement périodique, et c'est comme ça qu'on a mis en évidence la toute première planète extrasolaire. C'était fait par Michel Mayor et Didier Queloz, qui d'ailleurs qui ont reçu le prix Nobel de physique en 2019 pour cette découverte. Alors, vous voyez, littéralement, on regarde, on voit les étoiles danser. Elles bougent un petit peu dans le ciel, les étoiles. C'est un mouvement très, 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 très fin. OK. Alors, cette première planète, c'est une planète géante, une planète à peu près de la taille, de la masse de Jupiter, mais Jupiter, qui est la planète la plus massive de notre système solaire, elle est à 12 années. C'est-à-dire, elle tourne autour du Soleil en 12 ans. Celle-ci, elle tourne autour de son étoile en seulement 3 jours. Donc, on l'a, à juste titre, qualifié de Jupiter chaude, en anglais des Hot Jupiter. Donc, c'était une surprise. Comment ça se fait qu'une planète géante puisse se former tout près de son étoile? On comprend maintenant, mais disons que ça a été une très grande surprise dans la communauté. Alors voici le genre de données maintenant qu'on a, là, où est-ce qu'ici, on voit la vitesse de l'étoile, ça, c'est la barre d'erreur. Mais ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que maintenant, on est capable de mesurer la vitesse des étoiles à une précision de moins d'1 mètre par seconde. Donc, 1 mètre par seconde, ça, c'est la vitesse que vous marchez là, lorsque vous êtes... c'est une vitesse de piéton. Donc, on est maintenant capable de mesurer la vitesse des étoiles à cette précision-là, et ça prend cette précision-là pour pouvoir détecter les exoplanètes. Alors, voici une autre découverte, mais il faut faire attention. C'est un article qui est paru dans la revue Nature par la même équipe suisse qui rapportait la découverte d'une planète de la taille de la masse, d'une planète de la masse de la Terre,
autour de l'étoile Centauri B, qui est le système stellaire le plus proche de la Terre. Or, ici, il s'est avéré qu'en fait, ce signal-là n'était pas vraiment réel. Et je vous montre ici toute la complexité de la chose, c'est qu'il faut faire très attention, c'est que l'étoile est très active et peut embrouiller le signal associé avec celui de la planète, ce qui fait que finalement, cette découverte-là n'en est pas été une. Il a fallu, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une planète de la masse de la Terre autour de cette étoile-là. OK, donc je vais passer ça. Mais en voici une, là, cette fois-ci. En fait, le système stellaire le plus proche de la Terre, c'est un système double, une étoile à peu près de la même masse que le Soleil, autour de laquelle tourne une autre étoile, un peu moins massive, 2 étoiles jaunes. Et autour de ce système-là tourne une troisième étoile, une petite naine rouge, je vais en parler. Et celle-ci, on sait maintenant, il y a une planète dans la zone habitable autour de Proxima b. Donc, elle est seulement à 4 années-lumière. Elle est vraiment, littéralement, dans notre jardin. OK. Alors, il y a maintenant, et parce que les petites étoiles naines rouges sont très, très faibles, je vais en parler, là, il y a maintenant de nouveaux instruments qui ont été développés. Il y en a plein partout sur Terre. Ceux qui sont préférés pour moi, vous voyez, il y a Spirou. C'est un instrument qui veut dire l'acronyme spectropolarimètre infrarouge. Et donc, bien sûr, on a voulu faire un clin d'œil à notre ami Spirou. Et donc, voilà les 2 instruments sur lesquels j'ai travaillé. On est maintenant capable de pouvoir mesurer la vitesse des étoiles, pas seulement dans la lumière visible que votre œil peut voir, mais on peut voir maintenant au-delà du rouge, dans la lumière infrarouge, qui est vraiment important pour pouvoir détecter les planètes autour des petites naines rouges. OK. Alors, voici les 2 instruments qui sont il y en a un au Télescope Canada-France-Hawaii, un qui est à la CIA. Ça ressemble à ça. Et vous voyez que Spirou s'est inspiré. Il a vraiment fait des cartoons pour nous aussi. OK. Alors, maintenant, une autre façon de voir les exoplanètes, c'est faire de la spectroscopie, mais là, vraiment en dispersant la lumière beaucoup. Et la planète n'a pas besoin on peut voir, en fait, le spectre bouger par rapport au spectre de l'étoile. Je ne veux pas trop aller dans les détails, mais tout ça pour vous dire que, en fait, cette façon de détecter les exoplanètes n'était pas connue en 1995. On l'a appris plus tard. On s'est rendu compte qu'avec les instruments qu'on avait développés pour faire une chose, on s'est rendu compte qu'on pouvait détecter des exoplanètes d'une autre manière. OK. Alors maintenant, je vous parle d'une deuxième planète. Donc, HD 209458, c'est une planète autour de laquelle on avait trouvé une planète géante, comme la première, 51 Pégasi, avec cette fameuse technique de vitesse, en mesurant la vitesse. Et arrive une observation qui a été faite par l'astronome d'origine canadienne, David Charbonneau, et qui s'est rendu compte que la planète transitait. Donc, une planète qui transite, c'est une planète qui, par hasard, de notre perspective, passe devant son étoile. Donc, quand on regarde une étoile dans un télescope, on ne voit pas la surface de l'étoile. On peut seulement mesurer la brillance de l'étoile très précisément. Et donc, si la planète passe devant, il va y avoir une petite baisse de luminosité. L'étoile nous fait un clin d'œil qu'on peut mesurer avec une très grande précision, en particulier si on a un télescope dans l'espace. Alors, vous devinez que plus la planète est grosse, plus la baisse de luminosité sera grande, et ça nous permet en fait de mesurer le rayon de la planète. Ce que je ne vous ai pas dit, avec l'autre technique qui fait danser les étoiles, cette technique-là nous permet de mesurer la masse. Donc, si on a la masse, on a le rayon, ça veut dire qu'on a la densité, et comme ça, on est capable de pouvoir dire si on a affaire à une boule de roche ou une boule de gaz. Et donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup les planètes qui transitent. Et cette découverte-là a déclenché 2 grandes missions spatiales pour faire littéralement un recensement du ciel. On en voit une ici, la mission TESS, qui a littéralement recensé tout le ciel dans le but de trouver les planètes qui transitent autour d'étoiles les plus proches du Soleil, celles qu'on peut avoir une chance d'étudier en détail pour sonder leur atmosphère. On en a trouvé jusqu'à présent plus de 600 comme ça, mais il y en a aussi plus de 7000 candidates. Donc, il y a encore beaucoup de travail pour vraiment vérifier que ces planètes candidates-là sont vraiment de vraies planètes. OK. Maintenant, ma préférée, HR 8799, voilà une autre technique pour détecter les exoplanètes, c'est de prendre des images. Donc, je vous ai dit au début, avec la première découverte d'exoplanètes, j'ai changé de carrière et déjà, je rêvais de pouvoir vraiment prendre des clichés.
de ces planètes-là. Et c'est un projet de recherche qui s'est décliné sur une bonne dizaine d'années avec mes mentors de l'Université de Montréal vers la fin des années 90. Et on a vraiment développé des techniques pour pouvoir masquer le signal de l'étoile pour mieux révéler un compagnon juste à côté. Donc, je vous donne, je l'illustre ici là, de manière schématique. Là. Donc, pardon. Je vais passer ça. Donc, voici l'image qui est apparue. C'était en 2008. Elle a été obtenue par deux de mes étudiants, Christian Marois, qui était l'auteur de la revue qui est parue dans la revue Science en 2008, et mon autre étudiant, David Lafrenière, qui est maintenant mon collègue à l'Université de Montréal. Donc, c'était la première fois qu'on voyait des planètes autour d'un système planétaire. Il y en avait 3 au début, et plus tard, en fait, on en a trouvé en fait 4. Il y en a 4. On les appelle B, C, D, E. Donc, vous voyez ici, là, c'est l'étoile qui a été atténuée. Et donc, on voit 4 planètes. Ce ne sont pas des planètes rocheuses comme la Terre, ce sont des grosses boules de gaz comme Jupiter, à peu près 5 à 10 fois la masse de Jupiter, et des étoiles très jeunes, très, très, très chaudes. Et voici à peu près à l'échelle, c'est un système stellaire qui est, vous voyez, la planète la plus proche, le E, là, est à peu près à la distance entre celle d'Uranus et de Saturne. Donc, c'est un système planétaire beaucoup plus grand que le nôtre, à peu près 2 fois plus grand que le nôtre. Et si vous n'êtes pas convaincu que ce sont des planètes, ben on les a observées sur une longue période de temps, pendant une dizaine d'années, et voilà, on les voit tourner. Elles sont là, elles tournent dans le même sens, donc c'était la première image d'un système planétaire. Alors, ça, pour moi, ça a été une grande découverte qui a vraiment marqué ma carrière et celle de mes collègues, mais aussi une grande frustration, parce que ça a pris 10 ans pour faire ça. Et tout de suite après la découverte, mon étudiant David Lafrenière se rend compte que cette fameuse étoile-là avait été observée par le télescope spatial Hubble 10 ans plus tôt. Okay? Et on avait montré ces images-là, et bon, on avait publié, il y avait plus de 200 étoiles qui avaient été observées, et on ne voyait pas aucune planète. Et ce qu'on a fait pendant une dizaine d'années, c'est de développer des nouvelles techniques, pas seulement des instruments, mais aussi des techniques d'analyse, des algorithmes pour pouvoir mieux révéler un compagnon stellaire. Et c'est David qui a peaufiné cet algorithme-là, qui roule en quelques secondes sur un ordinateur portable. Et un lundi matin, quelques jours après cette découverte-là, il le fait, et il voit ceci. La planète B était là. Donc, j'ai dit quoi? En bon québécois, j'ai dit, tu me niaises, là? Tu me dis que moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à faire 2 doctorats, de faire un instrument prototype au Mont Mégantic. Je l'ai amené au Télescope Canada-France-Hawaii. J'ai fait 2 thèses avec des résultats nuls. Et tu me dis qu'on aurait pu faire cette découverte-là avec un algorithme qui roule pendant 30 secondes? Bon, évidemment, ça a pris 10 ans pour développer l'algorithme. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention que parfois, les données ont un signal qu'on ne voit pas. C'est juste qu'on n'est pas assez malin pour le voir. Et voilà un exemple où, en développant de nouvelles techniques, on aurait pu faire cette découverte-là, en fait, 10 ans plus tôt. Alors, quand un étudiant vient me voir avec des données qui, en apparence, ont l'air du bruit, je dis « attention, peut-être qu'il y a une façon de voir un signal, c'est juste qu'on ne le voit pas encore. » OK. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Alors, pour vraiment trouver de la vie, en fait, c'est déjà commencé. Il faut trouver les planètes rocheuses habitables, les plus proches du Soleil. Ça, c'est déjà bien en marche. Je vous ai montré des missions spatiales qui le font. Il y en a plein de planètes, il y a plein de candidates. Et on veut vraiment une liste courte. Il faut vraiment cibler celles où est-ce qu'on peut détecter leur atmosphère pour en déterminer la composition chimique. Ça, c'est la partie la plus difficile. Et on peut maintenant le faire grâce, en fait, mais avant d'en parler, notre meilleure chance de faire ça, c'est pas de garder des étoiles comme le Soleil. Vous voyez, ça, c'est notre Soleil, mais la majorité des étoiles autour du Soleil, ce sont des étoiles dites des naines rouges, des étoiles qui ont une masse et un rayon à peu près 1/3 de fois celle du Soleil. Elles sont très, très faibles. On ne peut pas les voir à l'œil nu, mais pourtant, elles sont là. Si vous prenez un volume autour du Soleil, là, puis vous comptez toutes les étoiles, la vaste majorité, ce sont des petites naines rouges. Voici les étoiles G, là, ce sont des étoiles de type solaire. Donc, 80% de toutes les étoiles dans le voisinage du Soleil, ce sont des naines rouges que vous ne voyez pas. On peut seulement les voir dans des couleurs infrarouges, parce que c'est là qu'elles émettent le plus, donc au-delà du rouge, et pour ça, ça prend des nouvelles technologies pour le faire. OK. Alors, un autre élément intéressant des naines rouges, c'est que comme elles sont tellement faibles
Pour être dans la zone habitable, il faut être très proche de l'étoile. Et la zone habitable, typiquement, d'une planète autour d'une naine rouge, ben, elle est beaucoup plus proche. En fait, elle est bien à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Donc, une année autour, pour une planète qui, dans la zone habitable d'une naine rouge, se mesure en fait en quelques semaines. Okay? Un autre élément intéressant, c'est qu'elles sont tellement proches de leur étoile qu'elles montrent toujours la même face, un peu comme la Lune. Donc, je vais y revenir là-dessus. Donc, voilà. Et aussi, comme tout est plus facile, donc le signal qu'on essaie de mesurer, vous voyez ici un schéma qui montre une étoile comme le Soleil, une planète qui transite, le signal, la baisse de luminosité est beaucoup plus grande proportionnellement sur une étoile naine rouge. Donc, on aime bien les naines rouges parce que tout est plus facile. Dans le fond, on est opportuniste. On essaie de regarder là où on a la plus grande chance d'observer ces planètes-là. Et de toute façon, ce sont les plus abondantes dans notre système solaire. OK. Alors, je résume 30 ans de recherche sur les exoplanètes. Donc, il y en a près de 6000 qui ont été confirmés jusqu'à présent. La majorité sont des super-Terres et des mini-Neptunes. Au moins le quart des naines rouges sont l'hôte d'au moins une planète dans la zone habitable. Donc, il y en a beaucoup. Et la plus proche est autour de Proxima b, à 4 années-lumière. Et il y en a quelques-unes qui transitent leur étoile, et c'est celles-là qu'on peut espérer pouvoir détecter leur atmosphère. Et c'est ça la grande question. Est-ce qu'elles ont une atmosphère? C'est loin d'être évident. Les petites naines rouges, elles sont peut-être modestes, mais elles sont très actives dans le domaine ultraviolet et des rayons X, et ça peut vraiment éroder l'atmosphère qu'elles pourraient avoir. Donc, ce n'est pas du tout évident on ne peut pas prendre pour acquis que les planètes autour des naines rouges ont une atmosphère, et c'est la grande question qu'on essaie de répondre, qui est une des grandes étapes pour cette fameuse quête d'aller chercher de la vie. Et le télescope spatial James Webb peut répondre à cette question-là. Donc, le voilà. Si vous voulez en savoir davantage, venez demain. Je vais faire une conférence juste sur ce télescope-là. Je vais seulement vous montrer comment on peut aujourd'hui, avec ce télescope-là, qui est une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Et donc, je vais vous montrer comment on peut le faire. Et la façon qu'on va le faire, c'est on va utiliser les planètes en transit. Donc, je vous ai montré déjà cette animation-là. Donc, si une planète passe devant, on voit une baisse de luminosité. Okay? Si une planète plus grosse passe devant, la baisse de luminosité sera plus grande. Donc, cette différence de la profondeur du transit, on peut le mesurer très précisément. Ça se mesure en parties par million. On le mesure très précisément. Maintenant, on peut faire mieux que ça. Imaginez qu'il y a maintenant une atmosphère autour de cette planète-là. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quelque chose comme ça. Donc, en fait, si la planète a une atmosphère, il y a certaines couleurs, certaines longueurs d'onde sont plus absorbées que d'autres. Ce qui fait qu'en mesurant la profondeur à différentes couleurs, en faisant la spectroscopie, on va pouvoir ainsi déterminer si la planète a une atmosphère. Même plus que ça, on sera capable de pouvoir déterminer sa composition chimique. Voilà une technique extrêmement puissante. On pensait pas qu'on pourrait faire ça au tout début avec James Webb, mais c'est une façon de faire qui s'est développée avec les années. OK. Donc, alors, très rapidement, il y a 4 instruments à bord de James Webb. Il y en a un qui est canadien. Et l'instrument canadien, c'est pas un hasard, c'est un peu mon influence, a été conçu pour pouvoir détecter l'atmosphère des exoplanètes. Donc, le 12 juillet 2022, c'est le moment où on a révélé les fameuses belles images, mais c'est sans doute ce que vous avez tous vu. Ce que vous n'avez pas vu, c'est les données représentatives de l'instrument canadien, qui, lui, était à un spectre. Mais alors, voilà les données. En fait, ce qu'on voit ici, c'est une planète, une Jupiter chaude, une grosse planète très chaude qui passe devant son étoile. Et ce sont les vraies données. Vous voyez bien là, on détecte très, très bien le transit. Mais on a pu aussi mesurer la profondeur du transit à différentes couleurs. Et voilà ce que ça a donné. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Donc, chaque point représente la profondeur du transit à une couleur donnée. On s'est exprimé en longueur d'onde ici, là. On l'exprime en micron. Il faut juste imaginer que ici, c'est de la lumière bleue, ici, c'est de la lumière rouge, mais infrarouge, une lumière que votre œil ne peut pas voir. Et chaque point, encore une fois, est une mesure de la profondeur du transit. Donc, si la planète n'a pas d'atmosphère, ce qu'on devrait voir, c'est une ligne droite, bien droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une ligne droite, ce qu'il y a là? Hein? Il y a des vagues, hein? Et si vous voyez bien derrière, il y a une ligne bleue. Mais ça, c'est le modèle qu'on peut se faire si cette planète-là a de l'eau dans son atmosphère.
Et donc, on savait avec les observations précédentes de Hubble qu'il y avait de l'eau, mais voilà une confirmation qu'il y a de l'eau dans cette atmosphère-là. Donc, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais moi, je dis un spectre vaut 1000 images. OK, alors, voilà. Donc, l'instrument, c'est NIRISS, ça veut dire en anglais Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. Bon, dites NIRISS, c'est l'instrument canadien qui est spécialisé pour détecter l'atmosphère d'exoplanètes. OK, donc je vais passer ça très rapidement parce que le temps file. Maintenant, je vous donne d'autres exemples. Voilà une autre Jupiter chaude qui a été observée avec Webb récemment. Elle a un quart la masse de Jupiter, mais elle est beaucoup plus grande que Jupiter. Et les premières observations de Webb, ça c'est une équipe de l'Université de Montréal qui a participé à cette découverte-là. On a pu, vous voyez, différentes couleurs, là. Il y en a qui sont plus grandes que d'autres, là. Et ça, en fait, c'est le CO2. Donc, c'était la première fois, ça s'est fait quelques mois après le lancement de Webb, on a vraiment détecté la présence de CO2. Et ici, là, ce qu'on voit, là, ça prend un œil averti, bien sûr. Là. Ça, cette pente-là, ça, c'est un signe qu'il y a de l'eau. Mais pour vraiment le confirmer, il faut prendre un autre instrument. Ça, c'était fait avec l'instrument NIRSPEC et avec l'instrument canadien NIRISS. Là, on voit les belles vagues qu'il y a de l'eau. Donc, vous voyez, ça, ce sont les objets les plus faciles. Donc, c'est très facile de détecter l'atmosphère de Jupiter chaude. OK. Alors maintenant, TRAPPIST-1. Il faut que je vous parle, ça c'est un véritable cadeau de la nature et qui n'est pas arrivé par hasard, qui est arrivé grâce à cet homme ici, là, Michael Gillon. Alors, ce que Michael a fait, il a découvert un système planétaire, pas une, pas deux, pas trois, 7 planètes qui transitent autour d'une petite étoile naine rouge. Et ça a été une véritable révolution dans le domaine des exoplanètes. Alors, et là, je suis certain que je vois une bulle au-dessus de votre tête, là, mais vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire trappiste? Hein? Michael, il est belge, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une bière, mais en fait, pour être plus rigoureux, c'est le nom d'une étoile, bien sûr, maintenant, mais c'est surtout le nom d'un télescope et qui a judicieusement bien choisi. Ça veut dire Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope. Alors, le coup de théâtre que Michael a fait, c'est de prendre 2 petits télescopes, un dans le sud, un dans le nord, TRAPPIST sud, TRAPPIST nord, et il a observé des étoiles de manière continue, et à un moment donné, il est arrivé, une étoile a fait un clin d'œil, et il est tombé sur le système TRAPPIST. Encore une fois, c'est un véritable cadeau de la nature. Pourquoi on aime TRAPPIST? C'est parce que cette étoile, d'abord, elle a à peu près 3 ou 4 planètes dans la zone habitable. Donc, on n'est pas très sûr, mais au moins E et F sont dans la zone habitable. Donc, et ils ont tous à peu près la taille et la masse de la Terre. Donc, ce sont des planètes rocheuses, ce qu'on recherchait depuis des décennies. OK. Alors, est-ce qu'elles ont une atmosphère? Bien, voilà, les observations ont commencé, mais je précise d'abord que TRAPPIST-1 est à peine plus grosse que Jupiter. C'est une très petite étoile qui a un peu moins de masse, puis on ne pourrait plus la qualifier comme une étoile. OK, alors, les premières observations de la planète B est venue avec l'instrument NIRISS. Ça ressemble à ça. Je ne vais pas trop aller dans les détails, mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pour l'instant aucune évidence d'atmosphère autour de B. Et en fait, il y a eu d'autres observations. Et pourquoi? Parce que la planète, elle est très active. Il y a beaucoup d'activités stellaires. Et ça brouille le signal atmosphérique qu'on essaie de détecter. Donc ça, on s'en doutait un peu qu'on aurait ce genre de problème, mais disons que les premières observations qu'on a faites avec l'instrument canadien nous ont vraiment confirmé qu'il faut vraiment adresser ce problème-là. Et il y a eu d'autres observations qui ont été faites avec une autre caméra. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui confirment c'est comme la ceinture, les bretelles, là. Hein? On a pu confirmer qu'en fait, B et C, en toute probabilité, n'ont pas d'atmosphère. Okay? Aucune évidence d'atmosphère. Maintenant, je vous donne d'autres résultats. La planète D, c'est venu d'une autre équipe. En fait, en passant, ce sont des résultats tout chauds, là. Donc, ce n'est pas encore publié. Ça va sortir très, très bientôt. Donc, vous êtes les premiers à les voir. Donc, s'il vous plaît, prenez pas de photos. OK, alors voilà. Alors, ce qu'on voit, ça ressemble beaucoup à B. Donc, encore une fois, une autre planète qui montre de l'évidence. Il n'y a pas d'atmosphère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'atmosphère encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de la détecter. Mais ce qu'on voit surtout, on voit un signal qui est relié à l'activité stellaire de l'étoile. Et ça, c'est un problème qu'on commence à comprendre et que, bon, il y a moyen de pouvoir le corriger. Alors, finalement, j'arrive maintenant à G, une autre planète qui a été observée. Et là, surprise, il n'y a pas d'évidence d'atmosphère, mais il n'y a pas d'activité stellaire. Ah, tiens, ça, c'est intéressant. Et plus récemment, on a observé la planète F, une qui est dans la zone habitable, pas une fois, pas 2 fois, 5 fois. Et encore une fois, pour l'instant,
il y a, voilà, la planète F, elle est vraiment dans la zone habitable et c'est une vue d'artiste tout à fait raisonnable, là. Il y a peut-être un océan liquide là, au point substellaire, là, mais le spectre ressemble à ceci, encore une fois, mais il n'y a aucune évidence d'activité stellaire. Et ça, c'est un beau puzzle qu'il va falloir résoudre. Ça va prendre plus d'observations pour le faire. OK. Alors, plus rapidement, voici une autre planète qui a fait les manchettes, K2-18b. Ça, c'est une mini-Neptune qui est en plein dans la zone habitable, où on suspecte peut-être qu'il y aurait un océan liquide sous une couche d'hydrogène. Donc, les premières observations de Webb sont venues et on voit en fait très bien qu'on voit du méthane, qui est la signature typique d'une planète gazeuse. Maintenant, ma préférée, LHS 1140b, qui est beaucoup plus grosse, qui est en plein dans la zone habitable aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a TRAPPIST-1e, F et LHS 1140b. Et je vous donne une vue à l'échelle de la planète. Elle est beaucoup plus grosse que la Terre, à peu près 1,7 fois la taille de la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce une boule de roche ou une mini-Neptune? Donc, et en fait, on a fait une étude très récemment pour se rendre compte qu'en fait, la masse et le rayon de la planète 1140b suggèrent qu'elle aurait probablement une bonne fraction de sa masse en eau. Et donc, c'est de l'eau, ça veut dire qu'il y a potentiellement pour avoir de l'eau liquide à sa surface. Donc, pour avoir la réponse, savoir est-ce que c'est une planète océan, une mini-Neptune, il fallait faire une observation avec le télescope spatial James Webb. Ce qu'on a fait, on a fait une demande de temps discrétionnaire à la directrice qu'on nous a donnée. Et finalement, on a eu la réponse. D'abord, juste pour vous dire que, vous voyez, LHS 1140b est juste entre les deux. On ne sait pas où la placer. Est-ce une mini-Neptune, une super-Terre? On ne le sait pas. Et alors, les résultats sont arrivés. C'est mon étudiant Charles Cadieux qui a fait cette étude-là. Encore une fois, mon fameux spectre de transit. On mesure la profondeur du transit en fonction de la couleur. Encore une fois, si la planète n'a pas d'atmosphère, on devrait avoir une ligne droite. Mais si c'était une mini-Neptune, on devrait voir la courbe rouge. Et si vous comparez avec les données, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une mini-Neptune? Ah, mais non, ce n'est pas une mini-Neptune. Maintenant, on est sûr. Cette planète-là est fort probablement une planète océan. En fait, il y a deux possibilités. Cette planète-là est soit une boule de glace sans atmosphère, ou bien si elle a un peu d'atmosphère du CO2, à peu près la même quantité de CO2 que la Terre, bien, les modèles, j'ai des collègues français qui sont spécialistes à faire des modèles climatiques d'exoplanètes qui nous montrent qu'elle devrait ressembler à ça. Un océan liquide, d'un côté, tout le reste, une boule de glace, et au centre de ça, il fait à peu près 25-26 degrés Celsius. Donc, il y a peut-être de l'activité biologique sur cette planète-là. Mais ce qu'on doit savoir maintenant, c'est est-ce qu'elle a une atmosphère? Et il faudra plusieurs années d'observation avec James Webb pour avoir la réponse. Et ça va commencer déjà dès cet automne pour avoir davantage de données qu'on a eues jusqu'à présent. OK. Donc, alors, je termine en disant, il est où le futur? Le futur, en fait, il est sur Terre. Donc, voici des images de télescopes géants qui sont en cours de développement. Il y a les projets américains dont le Canada fait partie, le télescope de 30 mètres. Il y en a un aussi, le Giant Magellan Telescope à 22 mètres. Et surtout, le télescope, le European Extremely Large Telescope de 39 mètres. Hier, j'étais à l'ESAC et on voyait une antenne radio et elle faisait 20 mètres. Attends, là, le 39 mètres, c'est 2 fois plus gros que ça. C'est gigantesque. Le télescope James Webb, c'est 6,5 mètres. Et en fait, il y a un instrument qui est en train d'être développé pour le télescope de 30 mètres. C'est un consortium. Alors voilà le télescope en pleine construction, là. C'est vraiment un travail qui est digne de la construction des pyramides et des cathédrales. Et alors, il y a un consortium européen qui sont en train de développer un instrument, il s'appelle ENDES, et donc les Québécois en font partie. Et cet instrument-là va combiner la capacité de pouvoir prendre des images et aussi faire de la spectroscopie. Et on peut faire des simulations pour dire que si Proxima b, celle qui est tout proche de nous, là, mais qui ne transite pas sur une étoile, on sera capable en une seule nuit d'observation pour savoir si elle a une atmosphère comme la Terre, si elle a de l'eau dans son atmosphère. Et peut-être 20 à 30 nuits pour déterminer si elle a de l'oxygène. Donc, cet instrument-là devrait être en opération dans le courant de la prochaine décennie. Donc, on est à peu près à une dizaine d'années d'avoir la réponse, et cette réponse-là pourrait être fort bien être européenne et, espérons-le, québécoise. Alors, là-dessus, je vous quitte là-dessus, et je vais répondre un autre, dans l'espace, le Habitable World Observatory, qui est le successeur du télescope spatial James Webb,
Ça, c'est pas avant 2040, et probablement même plus. C'est un télescope qui aura peut-être la taille de 12 à 15 mètres, et il sera capable de pouvoir non seulement prendre des images, donc voici une simulation d'un système planétaire avec, où est-ce qu'on voit la Terre, Vénus et Jupiter, et on peut prendre le spectre où on détecte l'oxygène, l'eau, le méthane, et voilà, et on pourra faire ça pour des dizaines de systèmes comme ça, pour avoir des statistiques, et c'est peut-être comme ça qu'on est arrivé à la conclusion que, voilà, il y a peut-être de la vie ailleurs. Alors, je vous laisse là-dessus, et ça va faire plaisir d'avoir vos questions, mais avant, je veux juste vous montrer le fameux télescope de 39 mètres, pour vous montrer qu'il est en construction. Je vous montre une animation, et je réponds à vos questions ensuite. Alors voilà, c'est le télescope en construction. En fait, c'est un drone, vous allez voir, ça dure 5 minutes, il se promène autour, c'est gigantesque. Alors merci, et ça m'a un plaisir de répondre à vos questions.